Le manoir se dressait imposant au sommet d'une colline, entouré de hauts murs et de lourdes grilles de fer qui s'ouvraient rarement. Derrière cette forteresse de luxe vivait un homme qui, aux yeux de beaucoup, semblait posséder tout ce qu'un être humain pouvait désirer, la richesse, la beauté et un corps sculpté par des années de discipline et d'entraînement. Pourtant, la vérité cachée sous ce toit silencieux était qu'il lui manquait l'essentiel, la capacité de voir la vie de ses propres yeux. L'accident qui lui avait enlevé la vue lui avait aussi volé l'espoir, la foi en l'amour et la joie de vivre. Désormais, enfermé dans sa propre obscurité, il passait ses journées à parcourir des couloirs silencieux, où seul le bruit de sa canne résonnait, comme un cruel rappel de tout ce qu'il avait perdu. Avant l'accident, il était connu comme un homme éblouissant, courtisé par les femmes et envié par les autres hommes. Sa présence dans n'importe quel événement social attirait les regards et les murmures. La fortune héritée de sa famille, multipliée par son intelligence dans les affaires, renforçait encore l'image de quelqu'un d'inaccessible, un véritable prince moderne. Mais depuis que les ténèbres s'étaient refermées sur ses yeux, il s'était isolé du monde. Il évitait les visites, rejetait les invitations, et les rares employés qui travaillaient encore dans son manoir le considéraient comme un maître sévère, froid et amer. Il ne restait plus rien de l'homme séduisant, qui autrefois souriait au flash des caméras et portait des toasts lors de dîners somptueux. Ce que personne ne savait, c'est que, plus encore que la vue, c'était sa confiance qui lui avait été arrachée. Il ne croyait plus que quelqu'un puisse vraiment l'aimer. Pour lui, toutes les femmes qui s'étaient un jour approchées de lui avaient été attirées par son apparence ou par sa richesse. Sans sa beauté extérieure, sans le charme de ses yeux qui autrefois ensorcelaient, il croyait que rien en lui ne pouvait inspirer un amour véritable. Il vivait comme un prisonnier de lui-même, nourrissant l'idée que l'amour n'était qu'une illusion destinée à masquer les intérêts cachés. Sa routine était marquée par le silence. Les domestiques, intimidés par son arrogance, gardaient leur distance. Les repas étaient servis sans un mot, les couloirs nettoyés, sans que personne n'ose troubler son introspection. Il passait des heures enfermé dans sa bibliothèque, entouré de livres qu'il ne pouvait plus lire, n'écoutant que le son d'un vieux tourne-disque répétant des mélodies mélancoliques. Là, perdu dans l'ombre, il se persuadait que vivre seul valait mieux que de s'exposer à nouveau aux cruelles illusions de la vie. Pourtant, au cœur de cet isolement sombre, un détail commençait à le hanter. Le manoir lui-même, autrefois symbole de luxe et de puissance, semblait désormais étouffant. C'était comme si les murs hurlèrent sa solitude et répétèrent ses peurs les plus profondes. Il était devenu le fantôme de sa propre maison, errant dans les couloirs d'un pas assuré, mais sans but. L'orgueil qui avait toujours été sa marque de fabrique n'était plus qu'une armure destinée à dissimuler la douleur d'avoir perdu ce qui donnait un sens à sa vie. Et à mesure que les jours s'étiraient, il entretenait la certitude que rien ni personne ne pourrait jamais lui rendre la lumière. Tel était le portrait du millionnaire qui, caché derrière l'obscurité et l'arrogance, se croyait condamné à vivre sans amour. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que la vie préparait déjà la rencontre avec quelqu'un qui, sans beauté conventionnelle, sans richesse ni titre, portait en elle la seule chose capable de lui rendre la vision la plus précieuse, la vision du cœur. Ce matin gris, le manoir paraissait encore plus imposant et détaché de la réalité. Le portail de fer s'ouvrit lentement, et par là, entra une femme au pas incertain mais chargée de détermination. C'était la nouvelle domestique, engagée presque à la hâte par la gouvernante qui s'occupait de la routine de la maison. Elle portait avec elle un sac simple, des vêtements modestes et un regard curieux, bien que chargé de nervosité. Sa vie jusque-là avait été marquée par la lutte quotidienne, par la discrimination voilée qu'elle subissait partout où elle allait, et par le manque d'opportunités que la société persistait à refuser à ceux qui, comme elle, ne correspondaient pas aux standards imposés de beauté ou de richesse. C'était une femme noire, en surpoids, et son apparence portait les marques que le monde utilisait comme prétexte pour la juger. Pourtant, en elle se trouvait une douceur discrète, une humilité sincère et une force cachée derrière le sourire timide qu'elle s'obstinait à offrir, même lorsque le monde semblait déterminé à l'écraser. En traversant la cour luxueuse, elle ne put s'empêcher de ressentir le poids de l'inégalité. Tapis rouge, sculptures coûteuses et une architecture qui respirait l'ostentation. C'était comme si elle avait pénétré dans un univers totalement différent du sien, un lieu auquel elle ne semblait pas appartenir.
Lorsqu'elle fut conduite dans le grand salon, elle rencontra la gouvernante, une femme rigide et à la posture altière, qui l'évalua de haut en bas d'un regard critique. La gouvernante ne tarda pas à préciser que ce travail ne serait pas facile, que le maître était un homme difficile, exigeant et surtout impitoyable face aux erreurs. La nouvelle domestique écouta en silence, avalant l'anxiété qui montait en elle. Après tout, c'était sa chance de subvenir aux besoins de sa famille, d'assurer un minimum de dignité pour elle-même et de prouver que, malgré les rejets constants, elle avait de la valeur. Ce fut à cet instant que le destin choisit de se manifester. Le bruit ferme d'une canne résonna dans les couloirs avant qu'il n'apparaisse dans la salle. Le millionnaire aveugle entra d'un pas lourd, vêtu d'une chemise impeccable et respirant l'autorité. Même sans la vue, c'était comme s'il parvenait à imposer sa présence à quiconque osait respirer près de lui. En apprenant qu'il y avait une nouvelle employée, il leva le menton et laissa échapper un ton de voix froid, presque tranchant. Il voulait préciser dès le premier instant qu'il n'avait besoin de personne et qu'il n'était pas intéressé par des conversations ou de la sympathie. Elle, intimidée, baissa les yeux, comme elle le faisait toujours face au mépris. Son cœur s'accéléra et ses mains tremblaient, mais malgré cela, elle resta ferme. Elle répondit d'une voix calme, promettant dévouement et respect, tout en sachant qu'elle ne recevrait pas la même chose en retour. Lui, cependant, laissa échapper un rire amer, comme s'il était impossible de croire que quelqu'un comme elle puisse faire une quelconque différence dans sa vie. Cette première rencontre fut marquée par le choc et le rejet. Il ne voulait personne dans sa routine, encore moins quelqu'un qu'il jugeait incapable de comprendre sa douleur. Pour lui, cette nouvelle domestique n'était rien de plus qu'une ombre de plus dans la maison, destinée à disparaître devant son arrogance. Pour elle, en revanche, ce moment serait le début d'un chemin inattendu, un chemin où son humilité affronterait l'obscurité du cœur d'un homme qui croyait déjà avoir perdu la capacité d'aimer. Les jours qui suivirent l'arrivée de la nouvelle domestique furent marqués par une tension silencieuse qui planait dans les couloirs du manoir. Chaque mouvement d'elle semblait irriter le maître, qui, même sans la vue, possédait une sensibilité aiguisée pour remarquer la présence de quiconque autour de lui. Il percevait le bruit de ses pas hésitants, le léger frottement des objets qu'elle nettoyait avec soin, et même le soupir contenu lorsqu'elle pensait que personne ne l'entendait. Pour lui, c'était intrusif, presque comme si le silence qu'il avait choisi de vivre était menacé. Pour elle, chaque minute dans cette maison était une épreuve de résistance, car il ne suffisait pas seulement d'accomplir son travail. Il fallait aussi supporter les flèches invisibles du mépris qui tombèrent sur elle à chaque instant. Il était rude dans ses paroles, souvent trop sec dans ses ordres, comme si sa présence représentait une gêne constante. Si elle mettait un peu plus de temps à ranger une pièce, il lançait aussitôt une remarque cinglante, insinuant qu'il avait peut-être choisi la mauvaise personne pour le poste. Lorsqu'elle offrait de l'aide au-delà de ce qui était demandé, il la rejetait froidement, affirmant qu'il n'avait besoin de la pitié de personne. Chaque phrase de lui était comme un mur dressé entre eux, et elle, bien que blessée par ce mépris, répondait toujours avec respect, avalant la douleur qui la brûlait de l'intérieur. Les autres employés, habitués au tempérament difficile du maître, trouvaient dans cette situation une raison de plus pour la ridiculiser. Entre chuchotements et rires étouffés, ils disaient qu'elle ne durerait pas longtemps, qu'une femme comme elle n'aurait jamais la force de supporter la pression de travailler là. Certains allaient jusqu'à se moquer de son apparence, insinuant qu'elle n'était pas à sa place dans un manoir aussi luxueux. Elle écoutait en silence, faisait semblant de ne pas s'en soucier, mais en elle, chaque mot était un poignard qui blessait son estime de soi déjà marquée par tant d'années de rejet. Malgré cela, quelque chose en elle la maintenait ferme. Peut-être était-ce la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille, peut-être le désir de se prouver qu'elle en était capable, ou bien, qui sait, une étrange intuition que cet endroit, aussi hostile fût-il, réservait encore quelque chose de plus grand pour sa vie. Elle ne savait pas l'expliquer, mais une voix intérieure lui disait de ne pas abandonner. Lui, en revanche, ne comprenait pas comment cette femme n'avait pas encore quitté son emploi. Il était habitué à voir les gens abandonnés face à sa froideur, mais elle restait là, jour après jour, supportant non seulement son hostilité, mais aussi la cruauté voilée des autres. Au fond, même s'il ne l'admettait pas, cette persistance commençait à l'éveiller d'une manière différente. C'était comme si le manoir, habitué à être un théâtre d'ombre, commençait peu à peu à recevoir une nouvelle présence, une force discrète mais constante qu'il ne pouvait ignorer. Le choc entre leurs deux mondes, le sien,
marqué par les ténèbres et l'orgueil, et le sien, forgé par l'humilité et la résistance, ne semblait pas, à première vue, capable de provoquer un quelconque rapprochement. Mais la vie, avec son ironie silencieuse, préparait déjà le terrain pour que de cette collision naisse quelque chose d'inattendu, quelque chose que ni lui, dans son arrogance, ni elle, dans sa simplicité, n'aurait pu imaginer. Les jours s'écoulaient lentement, marqués par le poids de la routine silencieuse du manoir. Mais peu à peu, quelque chose commença à changer. Le millionnaire, habitué à ignorer complètement la présence de la nouvelle domestique, commença à remarquer des détails qui, auparavant, lui seraient passés inaperçus. Il constata, par exemple, que les pièces de la maison étaient plus organisées qu'avant, que les repas étaient accompagnés d'une touche subtile d'assaisonnement qui réveillait des souvenirs oubliés, et que les objets de la bibliothèque, où il passait la majeure partie de son temps, étaient toujours soigneusement réarrangés, comme si quelqu'un là-bas se souciait vraiment de chaque détail de sa vie. Au début, il refusa d'y accorder de l'importance. Son arrogance l'empêchait d'admettre que, d'une certaine manière, le dévouement de cette femme interférait avec sa routine. Mais ce qui commença réellement à attirer son attention n'était pas l'exécution parfaite des tâches, mais la sensibilité cachée dans des gestes simples. Elle parlait peu, mais lorsqu'elle le faisait, ses mots avaient une sincérité qu'il n'avait pas entendue depuis très longtemps. Il n'y avait ni flatterie, ni intérêt caché, seulement une vérité désarmée, directe, qui s'infiltrait peu à peu dans l'armure de froideur qu'il avait érigée autour de lui. Un jour, après s'être plaint d'un repas qui ne lui plaisait pas, il s'attendait à ce qu'elle baisse la tête comme tout le monde le faisait toujours. Pourtant, elle répondit calmement, disant qu'elle pouvait le préparer de nouveau, mais lui rappelant respectueusement que peut-être le problème ne venait pas du plat, mais du fait qu'il ne trouvait plus de plaisir en rien. Ces mots, simples, le touchèrent profondément. Il n'était pas habitué à être confronté de manière aussi honnête. Pour la première fois depuis des années, il ne sut quoi répondre. Ce fut également un après-midi silencieux qu'il remarqua un autre détail. Tandis qu'elle rangeait la salle de musique, elle fredonnait doucement une mélodie délicate, presque comme un murmure. Lui, qui en était venu à détester la musique parce qu'elle lui rappelait le passé où il voyait encore, resta immobile, écoutant en silence ce son subtil. Sans s'en rendre compte, ses lèvres se courbèrent en un léger sourire, presque imperceptible, mais bien réel. C'était comme si cette voix ramenait une timide lumière dans un cœur endurci. Peu à peu, le manoir commença à se remplir de signes invisibles de sa présence. Lui, qui autrefois ne voyait en elle qu'une gêne, commença à percevoir quelque chose de différent, non pas avec ses yeux, mais avec son cœur. Son humilité avait une force qu'il ne parvenait pas à expliquer. Elle n'avait pas besoin de mots recherchés, ni de gestes grandioses. Il lui suffisait simplement d'être elle-même. Et cette authenticité, si rare dans un monde où tous cherchaient en quelque chose de lui, commença à le transformer de l'intérieur. Le millionnaire ne l'admettait pas encore à lui-même, mais il ne pouvait plus ignorer le sentiment que, pour la première fois depuis qu'il avait perdu la vue, quelqu'un voyait réellement l'homme qui existait derrière la richesse et l'arrogance. La nouvelle domestique, avec sa simplicité et son courage silencieux, révélait une valeur invisible qu'il n'aurait jamais imaginé découvrir. Par une nuit de pluie battante, le millionnaire errait, agité, dans la bibliothèque du manoir. Il n'arrivait pas à dormir, comme à son habitude, tourmenté par les souvenirs de l'accident qui lui avait enlevé la vue et par le sentiment constant de vide qui le consumait. Alors qu'il tournait en rond, appuyé sur sa canne, il entendit des pas discrets dans le couloir et, ensuite, la voix douce de la nouvelle domestique lui demandant s'il avait besoin de quelque chose. Il réagit d'abord avec froideur, disant que ce n'était pas nécessaire. Mais il y avait quelque chose de différent cette nuit-là. Peut-être le poids de la solitude, peut-être la vulnérabilité cachée derrière sa façade d'arrogance. Quoi qu'il en soit, contre sa volonté, il ne la renvoya pas. Elle entra respectueusement dans la bibliothèque et remarqua son agitation. Au lieu d'offrir une aide matérielle, comme de l'eau ou une compagnie forcée, elle demanda simplement « Vous n'arrivez pas à dormir non plus, monsieur ?» Cette question simple, presque innocente, le désarma. Personne n'avait jamais osé lui parler d'une façon aussi directe, comme s'il n'était qu'un homme et non une figure intouchable. Sans s'en rendre compte, il répondit avec sincérité « Non. Il y a des nuits où l'obscurité pèse plus que pendant le jour. » Ce fut la première fois qu'il avoua à voix haute quelque chose d'aussi intime. La conversation se déroula naturellement. Il lui parla, en quelques mots,
du silence qui avait envahi sa vie depuis l'accident. Elle, de son côté, raconta sa propre lutte, comment elle avait appris à survivre dans un monde qui la jugeait constamment sur son apparence. « Parfois, je pense qu'être invisible fait plus mal qu'être rejeté, » dit-elle, sans imaginer l'impact que ces mots auraient sur lui. Pour la première fois, il sentit que quelqu'un comprenait sa douleur, non pas parce qu'on connaissait sa richesse ou sa renommée, mais parce qu'on partageait une blessure invisible. Cette nuit-là, il n'entendit pas seulement, il écouta, et chacune de ses phrases semblait illuminer un recoin oublié de son âme. Le ton de sa voix ne portait ni intérêt, ni pitié, seulement la vérité. C'était comme si, enfin, quelqu'un osait lui parler sans masque. Il se rendit compte qu'à travers ces mots, il pouvait de nouveau voir quelque chose qu'il avait oublié, l'humanité. À la fin de la conversation, lorsqu'elle se leva pour partir, il la retint, lui demandant de rester un peu plus longtemps. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Au contraire, il y avait une étrange paix dans ce moment. Pour la première fois depuis longtemps, le millionnaire s'endormit sans le poids de la solitude, bercé par le son de la voix simple de cette femme, qui, sans le savoir, commençait à illuminer son cœur. Le lendemain matin de cette nuit de conversations inattendues, quelque chose en lui semblait différent. Il ne voulait pas l'admettre, mais il s'était réveillé plus léger, comme si une petite flamme s'était allumée au milieu de l'obscurité. Pourtant, il gardait sa posture rigide, comme s'il craignait de laisser transparaître la moindre faiblesse. C'est au cours d'un après-midi ordinaire, alors qu'il parcourait les couloirs du manoir, que le destin lui réserva une expérience transformatrice. Il avançait d'un pas assuré, guidé par sa canne, lorsqu'il trébucha sur un petit objet laissé sur son chemin. Son corps vacilla et, un instant, il sembla qu'il allait tomber au sol. Avant que cela ne se produise, elle, qui se trouvait à proximité, courut et saisit fermement son bras. Le contact fut inattendu. Sa main à elle, chaude et ferme, rencontra la sienne, habituée seulement au froid du métal de la canne. Surpris, il tenta de se dégager, mais elle, inquiète, insista pour le soutenir jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Ce toucher, apparemment simple, provoqua un tourbillon de sensations. Pour quelqu'un qui vivait plongé dans l'obscurité, le toucher était le seul pont pour percevoir le monde. Et à cet instant, sa peau reconnut quelque chose que ses yeux ne pourraient jamais voir, une attention sincère. Gênée, elle s'excusa, disant qu'elle n'avait pas voulu envahir son espace. Mais, pour la première fois, il ne répondit pas avec froideur. Au contraire, il garda sa main sur la sienne quelques secondes de plus, comme s'il voulait mémoriser ce geste silencieux de protection. À partir de ce jour, de petites situations commencèrent à se répéter. Lorsqu'il devait franchir des escaliers ou des couloirs plus compliqués, c'était sa main à elle qui le guidait. Lorsqu'il s'asseyait à table, c'était elle qui ajustait ses couverts avec délicatesse, toujours dans le respect de son espace, mais transmettant de la confiance par le simple toucher. Et il commença à comprendre que la vie, même dans l'obscurité, pouvait encore être ressentie intensément. Il y eut un moment particulier où, sans s'en rendre compte, il lui demanda de décrire le jardin du manoir. Au lieu d'utiliser seulement des mots, elle prit sa main et la guida sur les pétales d'une fleur, lui laissant sentir la douceur et la texture. Il sourit, chose rare, et dit que c'était la première fois depuis des années qu'il parvenait à imaginer des couleurs. Pour elle, entendre cela fut comme recevoir un cadeau. Pour lui, ce fut la preuve que la vision ne se trouvait pas seulement dans les yeux, mais aussi dans le cœur et dans les mains capables de transmettre de la sensibilité. Son toucher, qui au départ n'avait été qu'un simple geste de soin, devint un lien silencieux entre eux. C'était à travers ce contact qu'il ressentait de la sécurité, et c'était dans ce geste qu'elle percevait la possibilité de montrer que sa valeur ne résidait pas dans l'apparence jugée par beaucoup, mais dans l'essence que seuls de véritables yeux pouvaient reconnaître. À mesure que la relation entre le millionnaire et la nouvelle domestique commençait à prendre les contours de la confiance et de la proximité, l'atmosphère du manoir devenait de plus en plus hostile à son égard. Les autres employés, habitués à traiter avec le maître froid et inaccessible, observaient avec étonnement la manière dont il acceptait désormais sa présence et cherchait même, quoique discrètement, sa compagnie. Ce contraste suscitait non seulement de la curiosité, mais aussi de l'envie et du mépris. Ce qui n'était autrefois que des chuchotements dans les couloirs se transformait maintenant en remarques malveillantes plus audacieuses, presque prononcées exprès pour qu'elle puisse les entendre. Les moqueries s'intensifièrent. Certains se riaient de son apparence,
insinuant qu'elle ne pourrait jamais être digne de l'attention d'un homme riche et beau. D'autres l'accusaient de vouloir profiter de son handicap, comme si son dévouement faisait partie d'un plan visant à tirer avantage de la fortune du maître. Et il y avait aussi ceux qui la traitaient simplement comme si elle était invisible, ignorant sa présence lors des brèves réunions du personnel ou des tâches collectives de la maison, renforçant ainsi son sentiment d'exclusion. Elle, au fond d'elle-même, ressentait chacune de ses blessures. Le préjugé qui l'accompagnait au-delà des grilles se manifestait maintenant à l'intérieur même de la maison où elle cherchait travail et dignité. Mais, au lieu de réagir avec colère, elle gardait la tête haute et poursuivait son service avec la même dévotion qu'auparavant. Elle savait que céder à la provocation reviendrait à confirmer ce que l'on disait d'elle, qu'elle n'avait pas sa place ici. Pourtant, il y avait des nuits où elle pleurait seule dans la petite chambre réservée aux employés, se demandant combien de temps encore elle aurait la force de tenir. Le millionnaire, bien qu'aveugle au regard et au sourire moqueur, percevait le poids différent dans l'air chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Il sentait l'hésitation dans sa voix, les silences plus prolongés, et même le changement dans le ton des autres employés quand elle s'approchait. Un soir, lors d'un dîner, il remarqua qu'elle était étrangement silencieuse, ne répondant que par « oui, monsieur » ou « non, monsieur ». Quelque chose n'allait pas. Alors, quand tout le monde quitta la salle, il demanda « Pourquoi semblez-vous porter un fardeau dont vous ne me parlez pas ?» Elle hésita, mais répondit seulement qu'elle allait bien, parce qu'elle était déjà habituée à être jugée. Ces mots le frappèrent comme un coup invisible. Pour la première fois, il comprit que, au-delà de sa propre douleur, il avait devant lui quelqu'un qui affrontait chaque jour le fardeau d'être rejetée pour ce qu'elle était. Et pourtant, à la différence de lui, elle ne se laissait pas submerger par le ressentiment. Elle supportait en silence, sans perdre sa dignité. Cette constatation commença à éveiller en lui un nouveau sentiment, un mélange de respect et d'admiration qui, jour après jour, se transformait en quelque chose de plus profond. Dans le manoir, le préjugé agissait comme une tempête, cherchant à éteindre la flamme timide qui naissait entre eux. Mais ce que personne n'attendait, c'est que justement, sa résistance face aux cruautés deviendrait le carburant qui ferait croître cet amour avec encore plus de force, franchissant des barrières qui semblaient infranchissables. La transformation ne se fit pas d'un seul coup, mais par de petites subtilités qui, pour ceux qui observaient attentivement, étaient des signes clairs que quelque chose en lui était en train de changer. Le millionnaire, autrefois toujours enfermé dans son monde de silence et d'amertume, commença à manifester des comportements que personne n'attendait. Lui, qui auparavant ignorait les conversations et répondait froidement à toute tentative de rapprochement, se mit à poser des questions, simples au début, sur le temps, sur l'organisation de la maison, mais qui portaient une curiosité sincère, comme s'il avait redécouvert le plaisir de dialoguer. Peu à peu, sa rigidité céda la place à des gestes inattendus. Un matin, il lui demanda de décrire les couleurs de la robe qu'elle portait, bien qu'il sache qu'il ne pouvait les voir. Il voulait voir à travers ses mots. Une autre fois, il lui demanda de lui raconter son enfance, ses rêves, lorsqu'elle était encore une petite fille. Il écoutait attentivement, et lorsqu'elle parlait, on percevait qu'il ne s'agissait pas d'un maître en quête de distraction, mais d'un homme désireux de plonger dans une vie qui n'était pas la sienne. Les employés, habitués à le voir comme un patron distant, commencèrent à trouver son comportement étrange. Certains murmuraient qu'il s'adoucissait, que son handicap l'avait rendu plus vulnérable, ou pire, que la nouvelle domestique l'ensorcelait. Mais pour lui, rien de tout cela n'avait d'importance. Pour la première fois depuis l'accident, il ressentait l'envie de vivre, de sortir de lui-même et d'atteindre quelque chose de plus grand que sa propre souffrance. Elle aussi remarquait les changements. Elle voyait comment, en marchant, il ne s'appuyait plus autant sur sa canne, préférant faire confiance à la main qu'elle lui tendait. Elle remarquait les sourires timides qui apparaissaient lorsqu'elle fredonnait distraitement une chanson. Et elle sentait que, dans ces petites transformations, un homme renaissait. Au fond, elle craignait ce que cela signifiait. Plus il se rapprochait, plus elle se retrouvait face à la possibilité de quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Être aimée par quelqu'un que le monde entier jugeait inatteignable. Un moment marquant se produisit un après-midi dans le jardin. Il lui demanda de l'y conduire, disant qu'il voulait sentir le parfum des fleurs qu'il n'avait pas vues depuis des années. Lorsqu'ils arrivèrent, il s'agenouilla devant un rosier et lui demanda de décrire chaque détail. Les pétales, la tige, la teinte de rouge. Elle,
la voix tremblante, décrivit avec tant d'émotion qu'il eut l'impression de pouvoir voir de nouveau. Puis, avec une sincérité qui la fit frissonner, il murmura « Si je pouvais voir maintenant, je suis certain que le monde aurait ta forme. » À partir de cet instant, il n'y avait plus moyen de le nier. Il changeait. L'homme froid, enfermé dans sa propre obscurité, commençait à refleurir. Et la raison n'était ni sa fortune, ni son apparence. C'était elle, la femme humble qui, sans le savoir, lui rendait la vie, montrant que parfois, la plus grande richesse ne se trouve pas dans ce que les yeux captent, mais dans ce que le cœur reconnaît. Le lien entre eux, autrefois soutenu seulement par la nécessité et le respect, commença à prendre des nuances plus profondes. Il n'y avait ni déclaration, ni geste grandiose, mais le silence entre eux en disait déjà long. Le millionnaire, qui auparavant voyait le manoir comme une prison glaciale, en vint à attendre les moments où elle entrait dans une pièce. Le simple son de sa voix remplissait les espaces vides, et même le bruit de ses pas était devenu une sorte de musique discrète, capable d'apaiser son âme agitée. Les conversations, autrefois courtes et formelles, s'étiraient jusque tard dans la nuit. Il voulait entendre parler des endroits qu'elle fréquentait enfant, des histoires du voisinage, des rêves qu'elle gardait en elle. Chaque détail qu'elle racontait était absorbé avec intensité, comme si, à travers elle, il pouvait vivre des expériences que l'obscurité lui avait refusées. En retour, il s'ouvrit aussi. Il parla du poids d'avoir perdu non seulement la vue, mais aussi la confiance dans les gens. Il révéla des peurs qu'il n'avait jamais partagées avec personne, se montrant humain, fragile et profondément avide d'affection. Il y eut des moments subtils qui marquèrent l'épanouissement de cet amour. Un après-midi, tandis qu'elle lisait à voix haute un passage d'un vieux livre de la bibliothèque, elle remarqua qu'il souriait légèrement, comme si les mots prenaient vie à travers sa manière de les prononcer. Une autre fois, alors qu'elle le guidait dans le jardin, leurs doigts s'entrelacèrent par accident, mais aucun des deux ne se hâta de se détacher. Le contact dura plus longtemps qu'il n'aurait dû, et dans cet instant silencieux, tous deux ressentirent quelque chose qu'aucun mot n'oserait traduire. Pour elle, la découverte de ce sentiment était aussi belle que douloureuse. Au fond d'elle, elle croyait ne pas être digne de cet amour. Le préjugé qu'elle portait depuis toujours lui murmurait qu'une femme comme elle ne pourrait jamais être choisie par un homme comme lui. Mais en même temps, chacun de ses gestes lui montrait que le cœur voyait au-delà des apparences. Pour lui, la transformation était encore plus profonde. Il ne s'agissait pas seulement de réapprendre à sourire, mais de comprendre qu'il pouvait faire confiance. Il avait trouvé en quelqu'un d'invisible aux yeux de la société la présence la plus vraie de sa vie. Le manoir, autrefois habité par des ombres, devenait désormais le théâtre de moments subtils de tendresse. Il n'y avait ni baiser ni promesse, mais l'amour y fleurissait déjà, silencieux et bouleversant, grandissant entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser, mais qui semblaient maintenant faits l'un pour l'autre. L'amour qui naissait entre eux était pur et véritable, mais le monde à l'extérieur de la bulle silencieuse du manoir ne tarda pas à imposer sa cruauté. La société, toujours attentive aux détails qu'elle ne comprend pas, commença à chuchoter au sujet de la proximité improbable entre le millionnaire aveugle et la domestique humble. Les rumeurs naquirent discrètes, mais se répandirent rapidement dans les cercles sociaux qui, même sans vivre directement à ses côtés, ne manquaient jamais une occasion de commenter la vie de cet homme riche et convoité. La cruauté des paroles n'épargnait personne. On disait que lui, parce qu'il était aveugle, s'était laissé tromper. On insinuait qu'elle profitait de son handicap et de sa fortune. Certains riaient ouvertement à l'idée qu'un homme si beau et musclé puisse tomber amoureux d'une femme noire, en surpoids, considérée par la société comme hors norme. C'est impossible que ce soit de l'amour, disait-il, comme si le véritable sentiment devait obéir à des règles dictées par l'apparence. Les employés du manoir, nourris par l'envie et le venin du dehors, renforçaient ces préjugés à l'intérieur de la maison. À chaque geste d'approche entre le maître et la domestique surgissèrent des regards moqueurs, des ricanements étouffés, et même des commentaires malveillants laissés en suspens, comme des épines invisibles plantées pour blesser en silence. Elle supportait tout en silence, mais dans son cœur, la douleur grandissait comme une plaie ouverte. Il ne suffisait plus de craindre de ne pas être digne de cet amour. Il y avait désormais aussi la voix cruelle du monde lui disant qu'elle n'avait pas sa place à ses côtés. Le millionnaire, bien qu'il ne voie pas les regards malicieux, percevait la différence dans les tons de voix, dans les silences empoisonnés,
et dans la tristesse qui commençait à peser sur elle. Il remarquait comment, peu à peu, son rire discret disparaissait, comme si le préjugé étouffait la lumière qu'elle apportait autrefois à sa vie. Lorsqu'il lui demandait si tout allait bien, elle répondait par un sourire forcé et disait que oui, mais son cœur ne parvenait plus à dissimuler la vérité. Les nuits qui autrefois étaient remplies de conversations légères devenaient maintenant silencieuses. Elle évitait de s'approcher, craignant qu'il ne souffre encore davantage s'il s'abandonnait à un amour que le monde s'acharnait à ridiculiser. C'était comme si une force invisible la repoussait hors de sa vie. Et bien qu'il commençât à s'en rendre compte, il ignorait encore jusqu'où elle était prête à aller en sacrifiant son propre bonheur pour l'épargner de l'humiliation sociale. Le poids de la discrimination tombait sur eux comme une tempête glaciale, mettant à l'épreuve non seulement l'amour qui s'épanouissait, mais aussi la force de chacun. Pour elle, c'était le moment d'affronter la peur de ne jamais être suffisante. Pour lui, c'était la preuve que le cœur voit bien au-delà des yeux, même lorsque le monde refuse de le croire. Les pressions qui n'étaient autrefois que des murmures commencèrent à devenir insupportables. La domestique, qui portait déjà en elle les cicatrices d'une vie entière de discrimination, ressentait maintenant le poids redoublé d'être au centre des regards de jugement. Chaque fois qu'elle sortait dans la rue, elle entendait des chuchotements et percevait des regards de mépris. À l'intérieur du manoir, l'hostilité des autres employés ne cessait pas, et la sensation de ne pas appartenir à ce monde devenait un fardeau de plus en plus lourd. Ce qui la consumait le plus, cependant, n'était pas le préjugé dirigé contre elle, mais la douleur d'imaginer combien cela pouvait blesser l'homme qu'elle aimait. Lui, qui avait déjà tant souffert de la perte de sa vue, devenait maintenant la cible de plaisanteries cruelles. On disait que sa cécité l'empêchait de voir qui se trouvait réellement à ses côtés. Pour elle, chaque mot était comme une lame la coupant de l'intérieur. Elle ne voulait pas être la cause de plus de souffrance. Elle ne voulait pas que son nom soit entaché pour être aux côtés de quelqu'un que le monde persistait à juger indigne. Une nuit, tandis qu'il se reposait après une longue journée, elle s'assit dans sa petite chambre et pleura en silence. Entre ses sanglots, elle prit une décision qui lui brisait le cœur. Elle devait partir. Elle croyait qu'en s'éloignant, elle le protégerait du mépris de la société et de la cruauté de ceux qui refusaient d'accepter leur amour. Elle écrivit une courte lettre dans laquelle elle remerciait pour la confiance, pour l'opportunité de travail et surtout pour les moments qu'ils avaient partagés. Elle n'osa pas écrire le mot « amour », de peur de ternir la pureté du sentiment par des adieux douloureux. Le lendemain matin, elle rangea ses quelques vêtements dans le simple sac avec lequel elle était arrivée. Elle parcourut une dernière fois les couloirs du manoir, effleurant discrètement les murs, comme pour conserver dans sa mémoire chaque instant vécu là. Lorsqu'elle atteignit le portail, elle s'arrêta un instant et regarda en arrière. Son cœur criait de rester, mais la raison lui soufflait que partir était la seule voie. Les larmes aux yeux, elle franchit le portail et disparut sur la route silencieuse, laissant derrière elle non seulement un emploi, mais aussi la partie d'elle-même qu'elle avait découverte dans cette maison. Quand le millionnaire se réveilla et remarqua son absence, il fut saisi d'un sentiment accablant de vide. Le silence qui n'était autrefois qu'une routine devenait maintenant insupportable. Il appela son nom, attendit une réponse, mais tout ce qu'il entendit fut l'écho de sa propre solitude. En trouvant la lettre abandonnée sur son bureau, ses mains tremblèrent en touchant le papier. Les mots simples qu'elle avait laissés étaient comme des poignards invisibles, lui arrachant quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. La douleur de perdre non seulement une employée, mais la seule personne qui lui avait redonné une raison de vivre. Elle était partie en croyant faire ce qu'il fallait, mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à ce même instant, il commençait à percevoir la véritable dimension de ce qu'il ressentait pour elle. Son absence n'était pas seulement gênante, elle était insupportable. Son départ avait ouvert à l'intérieur du millionnaire un vide qu'aucune fortune, aucun luxe et aucun silence ne pouvaient combler. Pour la première fois depuis l'accident, il ressentait la véritable douleur d'être complètement seul. Avant, sa solitude était un choix. Il s'éloignait des gens pour ne pas être déçu, pour ne pas affronter le jugement cruel de la vie. Maintenant, cependant, la solitude était une punition, un poids insupportable qui écrasait chaque recoin de son âme. Il passa des jours à errer dans le manoir comme un fantôme, l'appelant dans les couloirs, espérant entendre la voix qui autrefois réchauffait ses journées. Mais il n'y avait que le silence. La nourriture, qui avait autrefois eu du goût grâce à ses mains, paraissait désormais fade,
La musique, qui avait retrouvé un sens lorsqu'elle fredonnait, redevenait un rappel douloureux de tout ce qu'il avait perdu. Même les fleurs du jardin, qu'elle avait décrites avec tant de soin, n'avaient plus de parfum pour lui. Rien n'avait de sens. L'orgueil qu'il avait toujours soutenu commença à s'effondrer. Lui, qui avait toujours refusé d'admettre des faiblesses, était désormais brisé. Lors de nuits d'insomnie, il s'asseyait dans la bibliothèque avec la lettre entre les mains, répétant les mots courts qu'elle avait laissés. Il essayait d'y trouver quelques signes qu'elle ressentait la même chose, mais le silence des lignes lui arrachait des larmes qu'il n'avait jamais avoué verser devant qui que ce soit. Le désespoir le consumait. Il fit venir des chauffeurs, demanda des informations aux domestiques, exigea qu'on découvre où elle était allée. Mais personne ne savait, ou faisait semblant de ne pas savoir. Il décida alors que, même sans voir, il devait la retrouver. Il prit sa canne, se guida le long des murs du manoir et, avec un courage qu'il n'avait jamais imaginé avoir, franchit le portail. Chaque pas dans le monde extérieur était un défi, mais la douleur de son absence était bien plus forte que la peur de l'obscurité. Au fond de lui, il le savait. Ce n'était plus seulement de la gratitude, ce n'était plus seulement de la compagnie. Ce qu'il ressentait, c'était de l'amour. Un amour si profond qu'il traversait toutes les barrières. Un amour qui lui faisait comprendre que, sans elle à ses côtés, la vie n'avait plus aucun sens. Son désespoir n'était pas celui d'un maître qui avait perdu une domestique, mais celui d'un homme qui avait perdu la femme qui lui avait redonné la vie. Et tandis qu'il avançait d'un pas incertain, il se répétait une vérité inéluctable. Il devait la retrouver. Il devait lui dire qu'il l'aimait. Car désormais, il n'y avait plus de doute. La véritable cécité n'était pas celle des yeux, mais celle d'un cœur qui avait mis trop de temps à comprendre qui illuminait réellement son âme. Il la chercha sans relâche, guidé seulement par son cœur et le souvenir de sa voix. L'obscurité n'importait pas, les obstacles n'importaient pas. Chaque pas était porté par la certitude que ce n'est qu'en retrouvant cette femme qu'il pourrait revivre. Et le destin, qui semblait si souvent cruel, décida enfin de les réunir à nouveau. Après des jours de recherche, il la retrouva dans un petit quartier modeste, où elle s'était réfugiée, essayant de recommencer loin du manoir et loin de la douleur de se sentir un poids dans sa vie. Les retrouvailles furent bouleversantes. En entendant sa voix l'appeler par son nom, elle resta paralysée, incapable de croire qu'il était allé si loin rien que pour la retrouver. Les larmes inondèrent ses yeux, mêlées au choc et à l'angoisse. Elle tenta de fuir, disant qu'elle ne devait pas être là, qu'elle n'appartenait pas à son monde. Mais lui, ferme, serra sa main avec force et, même sans voir, leva son visage vers elle comme s'il pouvait la voir avec son cœur. Et alors, d'une voix chargée d'émotion, il fit la déclaration qu'elle n'oublierait jamais. « Je n'ai pas besoin de mes yeux pour savoir qui tu es. Je te vois dans la façon dont ta voix apaise mon cœur, dans la manière dont tes mains me guident, dans la force avec laquelle tu affrontes les préjugés du monde. Tu es la seule qui m'a fait sourire à nouveau, la seule qui a redonné vie à mon obscurité. Je ne veux pas de luxe, je ne veux pas de beauté que les yeux peuvent voir. Je te veux, toi. Je veux la femme que le monde insiste à mépriser, mais qui, pour moi, est la plus précieuse de toutes. » Elle pleurait, incapable de répondre. Elle essayait d'argumenter qu'elle n'en était pas digne, que sa présence ne lui apportait que plus de douleur. Mais il ne laissa pas finir sa phrase. Serrant encore plus sa main contre sa poitrine, il continua. « Si le monde se moque de moi, qu'il se moque. Si les autres me jugent, qu'ils jugent. J'ai trop longtemps vécu prisonnier de l'opinion des autres. Aujourd'hui, je ne vois qu'une vérité. Je t'aime. Et si tu m'abandonnes, alors oui, je serai vraiment aveugle, car la vie n'aura plus de lumière. » Ces mots brisèrent les dernières barrières qu'elle avait construites autour de son cœur. Aucune richesse, aucun statut, aucune apparence ne pouvait rivaliser avec la sincérité brûlante de cet amour. En larmes, elle se laissa enfin envelopper par son étreinte, et à cet instant, tous les préjugés, toutes les douleurs et tous les doutes se dissolvèrent dans un sentiment plus grand, la certitude qu'ils étaient destinés à être ensemble. À cet instant, sous les regards curieux des passants, les différences sociales, l'apparence et le handicap n'avaient en plus d'importance. Il n'y avait plus qu'un homme et une femme, unis par la force d'un amour qui refusait de s'éteindre. La décision de rester ensemble fut comme un cri de défi lancé au monde qui les avait tant jugés. Le millionnaire ne se cacha pas. Au contraire,
il prit soin de rendre public le sentiment qu'il nourrissait pour elle. Il réunit des amis, des parents éloignés, et même des connaissances du passé lors d'un événement qui paraissait impossible, l'annonce de leur mariage. Les rumeurs se répandirent rapidement et, comme prévu, beaucoup réagirent avec choc et moquerie. Certains disaient qu'il avait perdu la raison, d'autres affirmaient qu'elle ne s'intéressait qu'à sa fortune. Mais au fond, ces critiques n'étaient que les masques d'une société incapable d'accepter que le véritable amour ne se plie pas aux normes superficielles. Le jour du mariage arriva, apportant avec lui une atmosphère de tension et d'émotion. Le manoir, autrefois marqué par le silence et l'obscurité, s'illumina de fleurs, de bougies et de musique douce. Tous les domestiques étaient présents, certains encore incrédules, d'autres honteux d'avoir méprisé la femme qui devenait désormais la maîtresse de la maison. Elle avançait dans l'allée avec une robe simple mais chargée de sens. Ce n'était pas le vêtement qui la transformait, mais la confiance nouvellement acquise, imprimée dans chacun de ses pas assurés. Ses yeux brillaient de larmes retenues, non pas de peur, mais de bonheur. Lui, attendant à l'hôtel improvisé, portait une tenue élégante, mais ce qui le rendait vraiment imposant, c'était la sérénité inscrite sur son visage. Lorsqu'elle s'approcha, il tendit la main sans hésiter, la trouvant avec précision, comme s'il pouvait la voir. Il la saisit fermement et sourit, déclarant d'une voix claire pour que tous entendent « Aujourd'hui, je ne vois pas avec mes yeux, je vois avec mon cœur. Et devant vous tous, je choisis cette femme comme mon épouse, ma lumière, ma raison de vivre. » Ces paroles résonnèrent dans la salle comme une vérité indiscutable que personne ne pouvait contester. Certains pleurèrent d'émotion, d'autres se turent devant la force de cet amour. Et lorsque le « oui » fut prononcé, il n'y avait plus de préjugés capables d'étouffer l'intensité de l'instant. Le baiser qui scella leur union ne fut pas seulement la confirmation d'un mariage, mais la victoire sur tous les jugements qui les avaient hantés. À cet instant, le manoir cessa d'être un symbole d'isolement pour devenir le foyer d'un nouveau départ. Elle n'était plus la domestique invisible et méprisée, mais la femme aimée et respectée, désormais reconnue devant tous comme la véritable détentrice du cœur de l'homme qui, autrefois, croyait être condamné à vivre dans l'obscurité. Le mariage ne fut pas seulement une célébration, mais le point de départ d'une nouvelle vie pour eux deux. Dès cet instant, le manoir qui avait autrefois symbolisé la solitude se transforma en une demeure emplie de chaleur humaine. Les couloirs, autrefois silencieux et glaciaux, résonnaient désormais de rires, de voix et de pas, qui ne portaient plus de lourdeur, mais d'espoir. Le millionnaire, qui s'était perdu dans les ténèbres après l'accident, rayonnait désormais d'une lumière intérieure qui ne dépendait pas de la vue. Et cette lumière avait un nom, un visage, une histoire, la femme qu'il avait choisi d'aimer envers et contre tout. Elle, quant à elle, vivait une transformation encore plus profonde. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait véritablement vue, non pas comme domestique, non pas comme la femme hors des normes, non pas comme la cible de préjugés, mais comme l'épouse d'un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était dans son essence. L'estime de soi, jadis étouffée par les regards de mépris, s'épanouissait désormais dans chaque geste, dans chaque sourire. La confiance qu'elle avait découverte en elle lui permettait de relever la tête face à n'importe quel jugement, car elle savait qu'elle n'avait plus rien à prouver à personne. La transformation ne se limitait pas à leur vie intime, mais se reflétait aussi dans le regard du monde alentour. Beaucoup, qui auparavant s'étaient moqués d'eux, furent contraints de reconnaître la force de cet amour. Les domestiques qui l'avaient humiliée apprirent à la respecter, non pas pour la position qu'elle occupait désormais, mais pour la dignité avec laquelle elle avait affronté chaque épreuve. La société, si avide de critiques, ne put nier que ce couple était la preuve vivante que le véritable amour ne se soumet pas aux apparences. Ensemble, ils reconstruisirent des rêves, ils voyagèrent, rirent, partagèrent des moments simples et profonds. Lui, même sans voir, disait ressentir chaque couleur à travers ses mots et ses caresses. Et elle, à ses côtés, découvrit qu'être aimé ne signifiait pas se conformer aux standards, mais se donner entièrement à quelqu'un qui reconnaît la beauté invisible. Leur amour devint un héritage, une histoire racontée non seulement dans les salons luxueux du manoir, mais aussi dans les rues modestes d'où elle venait. Car chaque fois que l'on voyait son sourire, on comprenait que cette femme humble avait triomphé non seulement des préjugés, mais aussi des peurs qui la poursuivèrent depuis toujours. La fin de ce parcours n'était pas simplement un « ils vécurent heureux »,
C'était la preuve que le véritable amour a le pouvoir de guérir les blessures invisibles, de redonner vie au cœur fatigué et de transformer la douleur en rédemption. Lui, le millionnaire aveugle qui croyait être condamné aux ténèbres, et elle, la domestique humble qui croyait ne pas être digne d'amour, prouvèrent au monde que lorsque deux cœurs se reconnaissent, il n'existe ni barrière, ni apparence, ni préjugés capables de les séparer.